Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour faire le point ce matin sur la préparation des JO Paris 2024. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct et en intégralité sur notre antenne l'audition de Jean Castex. Jean Castex est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Également, à ses côtés, vous allez pouvoir entendre Nicolas Ferrand, le directeur général exécutif de la Solideo, la société de livraison des équipements olympiques et paralympiques. Et enfin, va également s'exprimer devant les sénateurs ce matin Claude Onesta, le célèbre entraîneur de handball, et lui en charge de la performance des athlètes au sein du ministère des Sports. Alors, cette audition, elle intervient dans un contexte légèrement compliqué, puisque le mouvement sportif a manifesté ses inquiétudes, estimant que la France n'est pas en ordre de marche pour réussir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela aussi bien, notamment au niveau budgétaire. On l'a vu lors des discussions sur le projet de loi de finances 2019. En effet, un certain nombre de sportifs jugent que le compte n'y est pas, notamment si l'on veut remplir les objectifs de médailles qui ont été fixés. En revanche, notez que la semaine dernière, le dossier parisien a été épluché par le Comité international olympique, le fameux CIO, cela pendant 2 jours, et qu'il a passé le contrôle technique. En effet, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ainsi que Jean Castex se sont exprimés et ils ont su convaincre sur 5 points principaux, notamment la mise en place du programme sportif, développement, héritage, mais aussi la mise en place d'une équipe pour préparer ces Jeux Olympiques, la confirmation du cadre financier, même si l'on sait déjà qu'il y aura nécessairement des débords, cela par rapport au programme qui avait été présenté pour convaincre et pour obtenir ces fameux JO 2024, mais aussi sur la définition du programme des infrastructures, alors qu'on le sait, il y a de nombreuses questions qui se posent, notamment par rapport à la mise en place du Charles de Gaulle Express avant ou après les Jeux de Paris 2024. Sur tous ces points, en tout cas, sachez que le projet de la capitale a su remplir ses objectifs. Notez que si 2018 a été plutôt une année de transition, 2019 risque d'être en revanche une année cruciale, une année où il va y avoir des étapes très importantes, notamment sachez que la Solideo, l'entité chargée de livrer les installations, doit lancer les appels d'offres et les marchés à la fin du premier trimestre. Très attendu également la présélection des sports additionnels qui doit être présentée en mars au CIO. Mais vous allez le voir, on va pouvoir répondre à toutes ces questions lors de cette audition que vous allez pouvoir suivre en direct ce matin. Dans un instant, on va prendre la direction de cette audition qui se déroule sous la houlette de la Commission de la Culture, de sa présidente, la sénatrice UC Catherine Morin-Desailly. Je vous rappelle donc les personnes que vous allez pouvoir entendre dans un instant. Jean Castex, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nicolas Ferrand, le directeur général exécutif de la Solideo. La Solideo, c'est la société de livraison des équipements olympiques et paralympiques, mais aussi le fameux entraîneur Claude Onesta, entraîneur de handball, connu comme l'un des plus grands entraîneurs de handball français, et qui est lui en charge de la performance des athlètes au sein du ministère des Sports. Cette audition, elle se déroule donc ce matin au Sénat devant la Commission de la Culture. Et c'est là quelques jours après que les sénateurs ont pu entendre la ministre Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui s'est exprimée, elle, la semaine dernière, notamment autour du sport féminin, mais qui a aussi été entendue par les sénateurs autour des Jeux Olympiques et leur préparation. On va donc tout de suite prendre dans un instant la direction de la fameuse salle 245 pour entendre toute l'équipe en charge des Jeux Olympiques. Alors que je vous le disais, il y a tout de même quelques inquiétudes autour de la préparation de ces JO Paris 2024. Certains sportifs jugent qu'en effet, le compte n'y est pas encore, même s'il y a encore quelques années de préparation. Et cela, même si, pour l'instant,
Le dossier parisien est tout à fait en passe de passer auprès du CIO. Et tout de suite, on va donc prendre la direction de cette salle où s'exprime actuellement la présidente de la commission de la culture et de l'éducation. C'est la sénatrice Catherine Morin-Desailly et on se retrouve juste après. Que les embûches sont nombreuses, qu'il s'agisse des contraintes budgétaires sur le financement des infrastructures, de la réorganisation des structures avec la création de l'Agence nationale du sport ou encore des interrogations des élus locaux qui sont aussi eux-mêmes confrontés dans leur propre région à la vétusté des équipements sportifs de proximité. Alors comment préparer ces Jeux avec le niveau d'exigence requis, sans d'ailleurs par ailleurs faire exploser les coûts? Comment accompagner nos athlètes aussi dans la préparation sans réduire les moyens dans le même temps pour les clubs et les fédérations non olympiques? Comment enfin créer des équipements qui serviront dans la durée et permettront de développer une expertise et un savoir-faire au-delà de ces Jeux de 2024. Je pense en particulier au laboratoire de la FLD, dont la localisation d'ailleurs reste à arrêter, monsieur le délégué, et au Stade de France, qui mérite une rénovation intégrale. Deux dossiers qui deviennent très urgents pour 2024. Notre commission ne médecine pas la difficulté de votre tâche, monsieur le délégué. Elle s'inquiète même du manque d'ambition, en tout cas ce qui lui apparaît comme tel, et du manque de moyens dont semble faire preuve aujourd'hui le gouvernement. La création de l'Agence nationale du sport pose par exemple de nombreuses questions quant au maintien de la compétence partagée aujourd'hui entre les collectivités territoriales dans le financement du sport. Son articulation avec d'autres institutions comme l'INSEP que nous connaissons bien et les CREPS en région nous apparaît également peu clair. Donc l'ensemble de ces interrogations nous a amené, mais vous le savez, à émettre un avis défavorable à l'adoption des crédits du ministère des Sports et du programme 350 consacré aux infrastructures olympiques. D'ailleurs, cet avis défavorable a été voté à l'unanimité de la commission, qui est un fait assez rare, mais du coup significatif. Nous espérons donc que cette audition conjointe de vous trois nous permettra de lever des doutes, de préciser aussi des aspects de la préparation de ces Jeux qui nous tiennent à cœur et qui nous semblent aujourd'hui insuffisamment étayés. Nous souhaitons également que vous nous fassiez le point sur l'ensemble des difficultés que vous pouvez rencontrer afin que nous puissions vous aider, car nous tenons à soutenir l'organisation de ces Jeux. Nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire et c'est la volonté de tous les membres. Voilà, je vous laisse sans plus attendre la parole à chacun d'entre vous comme vous le souhaitez et nous vous poserons un certain nombre bien sûr de questions dans la foulée. Bien, merci beaucoup Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de nous accueillir, même si nous sommes, j'allais dire, depuis que la France et Paris ont été désignés pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, j'allais dire des habitués non seulement du Sénat et plus généralement du Parlement, mais des relations que nous pouvons nouer à chaque fois que cela nous est possible avec des parlementaires pour expliquer et rendre compte de l'action que nous conduisons. Alors, si vous voulez bien, Madame la Présidente, par rapport à ce que vous avez indiqué, peut-être une petite clarification. Donc, je m'exprime devant vous ce matin en ma qualité de délégué interministériel aux Jeux Olympiques et paralympiques, également aux grands événements sportifs. Il ne vous a pas échappé que la ministre chargée des Sports entendait me confier la présidence de la future agence, mais il ne vous a pas davantage échappé que cette agence n'est toujours pas créée. Donc je suis un président putatif d'une agence en gestation, ce qui fait que j'ai quelques difficultés à vous expliquer ce rôle, même si évidemment je suis à votre disposition pour parler de cette agence, mais je ne suis appelé à intervenir que lorsqu'elle aura effectivement été mise en place. Et je vous rappelle que le premier acte sera la désignation par la ministre chargée des Sports d'un préfigurateur ayant vocation à en devenir le directeur général et qui détiendra le pouvoir exécutif
de cette agence, façon aussi de rappeler que le président putatif que je suis sera de surcroît un président non exécutif. Donc voilà, je voulais bien rappeler, donc autant je peux vous parler d'abondance, enfin j'espère, de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques et de l'état où nous nous trouvons, autant je pense que c'est plutôt la ministre des Sports ou la direction des Sports qui sont peut-être plus en état de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur la mise en place de cette agence. Et donc cette clarification étant... Et de la même façon, comment vous dire, autant nous préparons, notamment avec M. Ferrand à ma droite, les éléments budgétaires nécessaires au jeu, d'accord, je n'ai pas en charge la responsabilité de la préparation du budget du ministère des Sports, sur lequel vous avez émis l'avis que vous avez rappelé, puisque ce n'est pas un programme qui, de près ou de loin, relève de moi. Ce sont des éléments de contexte. Voilà. Je l'avais bien compris comme tel. Alors, j'en viens, si vous voulez bien, aux Jeux olympiques et paralympiques. En vous disant d'emblée que le lien avec l'agence et le sport en général, lui, au-delà de ma personne, qui n'a pas grand intérêt, est fort. Quel est le sujet pour notre pays? C'est celui de l'acceptabilité par notre opinion publique de ces Jeux olympiques et paralympiques, donc de leur réussite. Et on sait, et je ne vous apprendrai rien, que leur réussite repose sur un certain nombre de critères ou d'indicateurs, beaucoup, mais enfin, permettez-moi, compte tenu des personnes que vous avez invitées, d'en détacher 3, que je ne hiérarchise pas. Je dirais, nous réussirons les Jeux si nous gagnons à domicile, c'est-à-dire si nous gagnons des médailles, parce que nous devons être fiers de notre pays, et les Jeux olympiques, c'est toujours l'occasion d'un moment de fierté, et la présence de M. Onesta ce matin en atteste. Il faut gagner médaille. Deuxièmement, il nous faut tenir les coups. Les Françaises et Français sont très sensibles au fait que ces grands événements restent dans les enveloppes qui leur sont allouées. Mieux encore, j'allais dire qu'on puisse démontrer que ces enveloppes sont utiles au-delà des Jeux. Pour les Jeux, bien sûr, mais au-delà des Jeux. Bon. Et vous le savez, hein, les Jeux eux-mêmes sont financés par les Jeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent public, hein, ce sont les recettes du mécénat, des droits télé, de la billetterie, etc. En revanche, il y a de l'argent public mobilisé pour les Jeux, dans une logique d'héritage. C'est la responsabilité de la SOIDEO, et c'est pourquoi il est aussi fort heureux que M. Ferrand puisse vous en parler. Puis le troisième critère, me semble-t-il, et c'est là que le lien est sans doute important avec l'Agence nationale du sport, au-delà de sa dimension haut niveau, eh bien, c'est qu'on ne laisse pas s'instaurer l'idée, à tous égards, qu'il y aurait d'un côté les Jeux, de l'autre côté le reste du sport, et que l'un siphonnerait l'autre, si vous me passez cette expression, parce que là, évidemment, ça saperait la crédibilité, l'acceptabilité des Jeux, laisser penser que les Jeux ne profiteraient qu'à Paris ou à la région francilienne et pas au territoire, etc., etc. Donc, ce sont toutes ces problématiques que nous abordons, que nous traitons, et peut-être effectivement, de ce point de vue-là, n'est-il pas totalement déplacé que le délégué interministériel, s'il est confirmé qu'il préside l'agence, puisse faire le lien et essayer de fédérer les deux sujets plutôt que de les voir gentiment mais sûrement dériver d'ici à 2024. Dans le cadre, je le rappelle, hein, de moyens publics qui sont ce qu'ils sont, qui nous sont comptés. Nous, ce n'est pas nous qui préparons et proposons les budgets, c'est le gouvernement, c'est le Parlement qui les vote. Nous les exécutons et nous devons faire en sorte qu'avec les moyens qu'on nous donne, nous soyons au rendez-vous et nous fassions au mieux. Puisqu'il y a plusieurs semaines, je crois que la dernière fois que nous étions venus, Nicolas, au Sénat, c'était avant l'été. Donc il me semble qu'il y a déjà plusieurs mois qu'on n'est pas venu, Madame la Présidente. C'était d'ailleurs à la Commission des Finances, plutôt. Donc je voudrais vous dire un mot, sans être long, parce qu'il faut laisser la place à la fois aux autres intervenants et surtout à nos échanges. Un petit point d'étape, là, en cette fin d'année 2018. Si
le compte à rebours a officiellement commencé en septembre 2017 et s'achèvera à l'été 2024. Qu'avons-nous fait collectivement depuis lors? Donc je vous le rappelle, nous avons d'abord, nous essayons de tenir les engagements que nous avons pris collectivement auprès du Comité international olympique pour obtenir l'obtention des Jeux. Il faut le rappeler quand même au passage, il y a eu le dossier de candidature, hein, c'est un dossier comme ça, avec des engagements pris par l'État, signés par le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, bon, enfin, ça nous lie, bien sûr. Donc nous avons mis en place d'abord les instances de gouvernance prévues pour les Jeux, un comité d'organisation, émanation du mouvement sportif français, présidé par M. Estanguet. C'est l'organisation des Jeux eux-mêmes, avec ce qui va avant, les olympiades culturelles, la cérémonie d'ouverture, les épreuves sportives, la cérémonie de clôture. Puis nous avons créé, c'était un peu inspiré du modèle des Jeux de Londres, un établissement public de l'État qui, lui, reçoit l'argent public, celui de l'État, les 2/3, celui des collectivités locales, pour construire, coordonner les différents maîtres d'ouvrage, M. Ferrand y reviendra, qui sont chargés de construire, d'améliorer, vous avez parlé du Stade de France dans votre propos liminaire, Madame la Présidente, c'est les équipements qui serviront pour les Jeux, avec une règle d'or, rien n'est fait, rien n'est engagé, dont on ne puisse pas s'assurer qu'il aura une vie, une utilisation et un usage après les Jeux. Hein, le village olympique est conçu, bien sûr, pour servir de village olympique pendant les Jeux, mais dès que la lumière des Jeux est éteinte, c'est un écoquartier à Saint-Denis, à Saint-Ouen, qui se mettra en place. Bon. Et les seuls équipements sportifs nouveaux qu'on construit, ce sont, vous le savez, des piscines, des centres aquatiques, et ça tombe bien puisqu'ils sont tous localisés en Seine-Saint-Denis, qui est le département de France où, rapporté au nombre d'habitants, il y en a aujourd'hui le moins. Et bien entendu, ces équipements resteront après les Jeux. Donc c'est la logique de l'héritage que vous connaissez. Donc, le COJO, président M. Estanguet, la Solidéo, présidente non exécutive, la maire de Paris, directeur général, M. Ferrand, tout ça est en place, ils ont déjà tenu plusieurs conseils d'administration et ils mettent en œuvre un programme. S'agissant de la Solidéo, M. Ferrand y reviendra et je peux dire avec ma casquette de délégué interministériel que pour l'instant on est dans les plannings de réalisation de ce gros projet multiforme avec de nombreux acteurs. Hein. On retombe sur les beautés de notre pays, l'organisation institutionnelle de l'Île-de-France, etc., etc. Ce que vous connaissez, mesdames et messieurs, par cœur. Il faut faire avec. Deuxièmement, et le Parlement évidemment a été en première ligne, nous avons fait adopter, vous avez adopté des textes qui permettent à la fois de tenir nos engagements vis-à-vis du CIO, d'accélérer les procédures pour être à l'heure en 2024 et de donner une dimension de transparence, de contrôle et d'éthique à tout cet écosystème olympique, puisque lui aussi, enfin là aussi, vous le savez, sa crédibilité a pu être sapée par quelques affaires ou scandales qui ont eu lieu dans le passé. Donc voilà, donc M. Ferrand vous expliquera que voilà, on a mis en place des comités de rémunération, des comités d'éthique avec des magistrats, l'Agence française anticorruption, tous les dirigeants doivent être déclarés leur patrimoine à la haute autorité pour la transparence. Enfin, je ne vous apprends rien puisque vous l'avez examiné et voté d'ailleurs à une très large majorité. Des rapporteurs sont là, je les remercie. On a mis, vous l'avez vu, une petite couche supplémentaire et j'en remercie le Sénat au passage à l'occasion de la loi Elan. Parce que, ben oui, ça, c'est sûrement notre responsabilité. L'encre de la première loi était à peine sèche qu'on s'est aperçu, je vous dirai comment, qu'il manquait certaines dispositions. Donc on a saisi l'opportunité de la loi Elan pour les y introduire. Elles ont été votées par le Sénat, puis par la commission mixte paritaire, et donc elles sont désormais entrées en vigueur. Donc merci encore à vous, ça va nous aider, ça va aider les organisateurs des Jeux. Troisièmement, on a audité tout le dossier de candidature, parce que, ben, on le dit avec M. Estanguet, le dossier de candidature, c'est un dossier de candidature, donc il faut séduire, hein, la mariée est belle. Bon, après, quand le mariage est consommé, il faut procéder, enfin,
on voit arriver un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément prévues. Donc on a fait faire un audit très approfondi qui a duré plusieurs mois. Et donc on en a tiré les conséquences en signant un nouveau protocole le 14 juin dernier, disons-le clairement, améliorant le dispositif, l'optimisant, mais revoyant aussi un certain nombre de choses à la baisse parce que les audits avaient fait apparaître des risques de dépassement budgétaire à hauteur de 500 ou 600 millions d'euros. Et je me plais à souligner devant vous que l'ensemble des acteurs très variés dont je parlais, le mouvement sportif, les collectivités locales, l'État, etc., ont tous finalement accepté ce nouveau protocole, y compris les efforts, on va dire, qu'il représentait par rapport au dossier de candidature. Donc nous sommes maintenant vraiment entrés dans une phase très opérationnelle. Monsieur Ferrand l'expliquera beaucoup mieux que moi. On va dire, vous voyez bien, vous avez tous conduit des projets dans vos collectivités. Donc il faut d'abord, les premiers sujets sont des sujets fonciers, il faut acquérir, il faut dépolluer, etc. Les premiers sujets sont surtout programmatiques, c'est-à-dire qu'il faut affiner, il faut préparer les lancements des marchés. On est d'abord évidemment dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans la maîtrise d'œuvre. Le temps des travaux viendra plus tard. Je rappelle aussi à votre Assemblée que nous devons veiller à tous les sujets connexes, notamment, je le dis parce qu'ils intéressent beaucoup le Parlement, la question des transports, et que pour les Jeux, ce qui est dans le dossier de candidature, je vous le rappelle précisément, c'est la desserte des infrastructures aéroportuaires et la desserte des principaux sites olympiques. Nous menons avec le COJO une stratégie de mobilisation des territoires, c'est-à-dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous discutons de manière extrêmement approfondie avec les représentants que nous ont désignés, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France. M. Estanguet a fait déjà un certain nombre d'annonces au dernier congrès des maires permettant d'obtenir le label Terre des Jeux. On a un peu décalé le calendrier parce que au début, on avait une focale qui était surtout centrée sur ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux, ce qu'on appelait précédemment les bases arrières ou bases avancées. Et on a voulu avoir une mobilisation et une possibilité de labellisation non seulement sur des équipements, mais aussi sur des événements, sur la mobilisation des volontaires qui seront enrôlés, si j'ose dire, pour les Jeux. Bref, d'avoir une optique territoriale la plus large possible. Donc il nous a effectivement conduit par rapport à ce qui avait pu être annoncé initialement à un décalage du calendrier. Nous finalisons aussi un programme dit de héritage des Jeux, qui est matériel bien sûr, mais qui est aussi immatériel, pour essayer que les Jeux permettent une diffusion plus large des pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national. Bref, nous avons toute une série de chantiers qui étaient prévus et qui aussi, alors certains on est un peu en avance, d'autres, je viens de le dire, on a pris quelques semaines ou mois de retard, c'est explicable et assumé à chaque fois, mais globalement, pour terminer ce propos introductif, Madame la Présidente, de la fenêtre qui est la mienne et du point de vue qui est le mien, on est pour l'instant, en termes d'objectifs et calendaires et de contenu, à peu près en phase avec ce qui était prévu. Nous faisons l'objet tous les 6 mois d'une visite de la commission de contrôle ou de coordination, pardon, il n'aime pas le mot contrôle du CIO. Et il se trouve qu'elle était à Paris la semaine dernière, donc c'est 5 jours où ils passent en revue absolument tous les items. Donc ils sont, leurs conclusions sont en phase avec ce que je viens de vous indiquer. Mais évidemment, il y a encore beaucoup d'écueils. Nous restons très vigilants. Il y a beaucoup de difficultés. Et je suis prêt à répondre à des questions plus précises si vous le souhaitez. Est-ce que je donne la parole à Monsieur Ferrand, peut-être, pour un point sur les équipements? Oui. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alors, deux temps, si vous me permettez, dans ce propos introductif. Premier temps, le cadre qu'on a posé depuis 1 an, puisque la Solidéo a été créée il y a 1 an. Et deuxième temps, quelques points spécifiques sur les plus gros objets que nous avons à réaliser. Donc je vous rappelle que pour réaliser les Jeux Olympiques, il convient de construire 40 objets
pérennes. Ça va de petits cheminements piétons le long de la RN2 jusqu'à des très très gros objets comme le village olympique, le village dit des athlètes qui correspond à 3500 logements. Que pour réaliser ces 40 objets pérennes, le choix qui a été fait est de les confier à 29 maîtres d'ouvrage différents. Donc on a des maîtres d'ouvrage qui ont l'habitude de construire comme la ville de Paris. On a des maîtres d'ouvrage qui sont plus neufs, comme la métropole du Grand Paris. On a des petits maîtres d'ouvrage, comme la ville du Bourget. On a des maîtres d'ouvrage privés également, comme le gestionnaire de l'aéroport du Bourget, qui doit reconstruire tout un hall là-bas. Donc on a 29 maîtres d'ouvrage, et la mission de la Solidéo est bien de coordonner l'ensemble de ces 29 maîtres d'ouvrage, de les superviser de manière à garantir que, quoi qu'il advienne, l'ensemble des objets nécessaires pour la tenue des Jeux sera livré le 1er janvier 2024 dans les enveloppes financières et suivant le programme nécessaire pour les Jeux. Premier temps de la mission de la Solidéo, et deuxième temps de la mission de la Solidéo, qu'après les Jeux, on aura encore les moyens financiers et humains de conduire la reconversion des ouvrages de leur phase olympique à leur phase définitive. Donc on est là dans ce rôle assez singulier de supervision, de direction de programme tel que ça peut exister dans les fonds d'investissement privés par rapport à 29 maîtres d'ouvrage publics et privés dont je parlais. Ce que nous avons fait la première année, c'est que nous avons posé le cadre. Donc d'abord nous avons défini l'ensemble des objets à réaliser, nous avons défini l'ensemble des maîtres d'ouvrage, ça a été fait au mois de mars dernier. Nous avons remis à plat à travers un audit conduit par les économies de la construction qui s'appelle Arcadis, l'ensemble des financements nécessaires. Et nous avons donc, avec le délégué interministériel, remonté tout un tableau financier, à la fois objet par objet et puis par cofinancement, qui nous permet de rester dans les enveloppes telles qu'elles avaient été délibérées par les collectivités. Je vous rappelle que les Jeux, c'est dans le budget géré par la Solidéo 1 628 millions d'euros, hors taxe, valeur 2016, octobre 2016 précisément, dont 1 376 millions d'euros qui viennent des parties publiques, toujours en euros 2016. Donc on aura des sujets d'actualisation de ce montant jusqu'en 2025. Donc on a posé les objets, on a posé les financements, on a organisé la relation entre la Solidéo et l'ensemble des maîtres d'ouvrage, sachant qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous et les maîtres d'ouvrage. Donc on a organisé un système contractuel où on passe un contrat, et on a ce qu'on appelle des contrats d'objectifs avec chacun des 29 maîtres d'ouvrage. Donc on a passé au dernier conseil d'administration du mois de décembre un contrat avec l'État pour la réalisation d'un échangeur nécessaire pour desservir le village olympique. Et dans le contrat, on a spécifié non seulement le programme, ce qui est à réaliser, mais également les modalités de supervision, comment est-ce que tous les mois on va aller voir les équipes de la direction interrégionale des routes d'Île-de-France pour vérifier qu'ils sont dans le bon calendrier, mais également toute l'architecture du management des risques, de manière à anticiper les aléas possibles et à réfléchir en amont sur les conséquences et les décisions à prendre si l'aléa survenait. Donc on a mis en place tout ce dispositif contractuel que l'on va développer au premier trimestre prochain avec chacun des maîtres d'ouvrage, des 29 maîtres d'ouvrage. Nous avons également mis en place l'ensemble de la gouvernance, donc évidemment le conseil d'administration qui s'est réuni 4 fois, mais également 3 comités qui sont extrêmement importants. Nous avons un comité d'audit, un comité d'éthique présidé par l'ancien vice-président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé, et un comité scientifique qui s'est réuni la semaine dernière de manière à garantir le niveau d'ambition collective qu'on peut avoir. Dernier point sur cette présentation générale sur lequel je voudrais revenir, c'est le calendrier. Le calendrier est un calendrier très contraint. Nous devons livrer l'ensemble des ouvrages au 1er janvier 2024, 6 mois avant les Jeux, de manière à ce que le comité d'organisation des Jeux puisse le tester pendant 6 mois, éventuellement faire les travaux si l'expérience n'est pas parfaite, et puis les repeindre aux couleurs olympiques ou mettre tout ce qu'ils veulent pour que ça corresponde aux couleurs olympiques. Donc 1er janvier 2024, il faut que ça soit livré. Nous considérons, compte tenu des tensions sur le marché, sur les filières liées au bâtiment et aux travaux publics en Ile-de-France, qu'il faut au moins 3 ans de travaux pour construire l'ensemble des ouvrages. Et donc nous contractualisons avec les maîtres d'ouvrage pour qu'ils commencent les travaux au 1er janvier 21, premier trimestre 21. Ce qui veut dire que l'ensemble des autorisations administratives, les permis de construire, doivent être passés au premier trimestre 2020 et que les marchés publics ou privés, j'y reviendrai, seront passés à l'été 2020. Et pour que nous puissions tenir ce calendrier du premier trimestre 2020, permis de construire déposé, ça suppose que l'année 2019 soit entièrement dévolue à la conception détaillée des ouvrages et que nous choisissions dès 2019 les partenaires privés les plus importants avec lesquels on va construire, et singulièrement les promoteurs qui vont construire le village olympique. Et donc au premier trimestre 2019, on va commencer le processus de vente des terrains sur le village olympique et le choix des promoteurs. Donc vous voyez qu'on est dans un calendrier extrêmement serré.
Et quelque part, à la fin de l'année 2020, l'ensemble des ouvrages olympiques seront complètement conçus. On sera dans la phase de réalisation où toute modification sera extrêmement difficile. Avant de venir sur quelques ouvrages particuliers, permettez-moi d'insister sur l'ambition que le gouvernement nous a demandé de mettre sur les ouvrages olympiques. L'ambition, elle s'organise autour de 3 thématiques. Une ambition sociale. Nous avons passé une charte sociale au conseil d'administration du mois de juillet qui vise à ce que de 10% des heures travaillées soient réservées à des publics loin de l'emploi et que 25% des marchés soient réservés à des PME, des TPE ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc on a une ambition sociale. On a une ambition en termes de durabilité. Le gouvernement nous a demandé que les 2 villages préfigurent ce que pourrait être la ville européenne à horizon 2030-2040 autour de thématiques liées à la neutralité carbone, autour de thématiques liées au confort sous un climat qui sera différent et autour de thématiques liées à la biodiversité. Et puis, 3e niveau d'ambition, donc sociale, durabilité, une ambition économique industrielle. Le gouvernement nous a demandé que les Jeux soient effectivement une grande fête sportive, mais également un moyen pour l'ensemble des industries liées à la filière de la ville, où nous avons des champions internationaux. Je rappelle que Vinci est numéro 1 mondial, le premier constructeur mondial, que les Jeux soient le moyen pour les filières non seulement de s'exposer, mais également de passer un cap dans leur stratégie de développement. Donc, le cadre est posé, les objets, les financements, l'organisation contractuelle, la gouvernance, le calendrier, l'ambition. Sur les objets singuliers, donc 2e partie de mon propos introductif, Madame la Présidente, quelques flashs très rapides, et après j'approfondirai les points que vous souhaitez que je développe. Sur le village olympique, qui est en Seine-Saint-Denis, autour de la Cité du Cinéma. Donc c'est un projet de 3500 logements. Il s'agit de pouvoir loger 15 615 athlètes et personnes accompagnantes, donc les coachs, les préparateurs, les kinés, etc. Donc ça se déploie autour de la Cité du Cinéma. Où en sommes-nous aujourd'hui? À l'heure où je vous parle, nous finalisons avec les élus le plan urbain de ce projet-là, avec comme architecte Dominique Perrault, qui est notre urbaniste là-dessus. L'enquête d'utilité publique pour maîtriser l'ensemble du foncier a commencé depuis, nous sommes mardi mercredi, avant-hier, le 17, de manière à pouvoir avoir une ordonnance d'expropriation à l'été, sachant que nous, à l'amiable, nous avons déjà, soit directement, soit à travers de l'EPFIF, nous avons déjà des accords sur 40% du foncier. Nous avons eu un avis extrêmement favorable de l'autorité environnementale sur la qualité de notre étude d'impact, ce qui est extrêmement satisfaisant pour nous. Et nous allons lancer le processus de vente des terrains auprès des promoteurs qui vont construire les 3500 logements, les mettre à disposition du COJO, puis ensuite les rendre à leur destination définitive. Nous allons organiser ce processus de vente des terrains à partir du mois de mars prochain au MIPIM à Cannes, sachant que au Salon de l'immobilier de Paris en décembre, au CIMI, nous avons fait une pré-annonce, si vous voulez, du dispositif qui, on avait prévu une salle de 100 personnes, il y en avait 230. Donc il y a un très fort appétit pour pouvoir participer à cette aventure-là. Donc le village olympique aujourd'hui est sur de bons rails. Sur le centre aquatique olympique, donc qui est la piscine construite sous maîtrise d'ouvrage de la métropole du Grand Paris, en face du Stade de France, sur les terrains dits NJ. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris est dans le processus de choix d'un opérateur privé dans un schéma concessif, donc qui dessinerait, construirait et exploiterait la piscine. Ils ont passé le premier tour, il y a eu 3 réponses qui sont retenues pour le premier tour et la première offre financière sera remise fin février. En parallèle, la métropole du Grand Paris a passé des accords avec Engie et donc la question de la maîtrise du foncier aujourd'hui ne se pose plus. Sur 3e gros objet, la 2e aréna, l'aréna dite Aréna 2, donc l'aréna c'est Bercy fait 20 000 places, l'aréna 2 en fera 8 000, qui sera porte de la Chapelle, sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris. Là on est dans un processus où ils vont lancer leur consultation pour faire un crème, quelque part à la fin du premier trimestre 2019. Donc ils sont dans un schéma d'une ZAC à l'initiative de la ville de Paris avec un aménageur qui serait Paris-Batignolles. Et donc l'histoire foncière est aujourd'hui maîtrisée. Sur les voies olympiques, qui sont mon avant-dernier gros objet sur lequel je m'arrêterai, nous avons 360 km de voies olympiques et nous avons un travail extrêmement fin
sous l'égide du délégué interministériel, avec d'un côté la ville de Paris, de l'autre côté les services de l'État, pour savoir ce que sont ces voies olympiques pendant les Jeux. Vous savez que un des enjeux, c'est certes que les athlètes arrivent à l'heure, mais il y a un enjeu de sécurité qui est extrêmement important, ici comme sur tous les objets. Donc on travaille étroitement avec la préfecture de police de Paris. Et puis enfin Marseille. Alors il y en a deux portes de la chapelle, monsieur le sénateur, oui. Sur Marseille, donc, où nous installons le site des compétitions de voile sur l'anse du Roucas Blanc, donc vous voyez au sud, du côté de la Corniche. Du Roucas Blanc, j'ai dit Roucas Blanc, oui. Donc la ville de Marseille est maître d'ouvrage de la réorganisation de l'ensemble du Roucas Blanc. Et aujourd'hui, la dynamique est lancée. Nous y retournons en janvier pour poser précisément le calendrier de la suite. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'issue de cette première année d'existence de la Solidéo, c'est que par rapport au calendrier, nous serons à l'heure au 1er janvier 2024, y compris en cas d'inondation en 2023 de la Seine. On a anticipé les gros aléas possibles. Donc, voilà. Nous aurons les premiers retours sur la réalité financière de ce que nous avons proposé quelque part entre maintenant et la fin de l'année 2019, quand d'une part les gros objets comme le centre aquatique olympique ou l'Arena 2 auront trouvé leur concessionnaire, et donc on saura combien les concessionnaires demandent, et d'autre part quand nous aurons vendu les charges foncières, donc nous connaîtrons le niveau de recettes privées. Donc quelque part à la fin de l'année 2019, nous aurons la validation des grands équilibres financiers tels qu'on les a posés au premier trimestre 2018. Et puis au niveau de l'ambition, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tant dans la filière les filières industrielles liées à la ville, qu'au niveau du comité scientifique, le niveau d'ambition tel qu'on est en train de le poser à la demande du gouvernement nous mettra en France tout à fait en pointe sur les questions de durabilité et de préparation de la ville des années 2030, 2040, 2050. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais vous dire dans ce premier temps. Alors, Monsieur Castex, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que dans le prolongement de ce que vient de dire Monsieur Ferrand, je voudrais bien sensibiliser la Commission. Un des défis, ça c'est un mot positif, un des risques, c'est un mot qui l'est moins, c'est quoi? C'est que quand on va ouvrir les plis de tout ça, c'est là qu'on aura la vérité des prix, vous le savez bien. Or, au même moment, il ne vous a pas échappé qu'il y aura les grands chantiers du Grand Paris Express, donc avec, j'allais dire, non seulement une même unité de temps, mais presque de lieu, pour certains en tout cas. Vous pouvez y ajouter les grands chantiers de l'ANRU, puisque je me suis aussi procuré leur plan de charge. Bon. Donc on a un vrai défi, non pas de garantir, mais d'anticiper ça. Il y a un double défi, vous l'avez compris, le prix et la disponibilité de la main-d'œuvre, notamment dans le secteur du BTP, alors que vous lisez comme moi que c'est déjà aujourd'hui tendu. Alors, que faisons-nous? D'abord, nous menons l'écosystème olympique une cartographie très précise des emplois, c'est-à-dire exactement de quoi allons-nous avoir besoin. Bien sûr, il y a du BTP, mais je vous rappelle, il va y avoir aussi de la logistique, de la sécurité. La question de la sécurité des sociétés de sécurité privée est un sujet en soi. Bon. Nous sommes rapprochés de la Société du Grand Paris et de l'ANRU pour obtenir ou qu'ils actualisent, selon des méthodologies proches des nôtres, aussi leur cartographie des emplois sur la même période. Et notre objectif, à partir de cette connaissance affinée des besoins, c'est d'anticiper, de mobiliser tous les outils avec la région en matière de formation, avec les collectivités infrarégionales, notamment pour l'insertion et les publics plus éloignés de l'emploi, puisque M. Ferrand a rappelé l'existence de la charte, avec le programme des compétences mis en place par l'État, d'essayer de faire, et surtout, pardon, avec les branches professionnelles et les partenaires sociaux qui sont au cœur des JO. Hein, nous avons le président du MEDEF et Bernard Thibault qui représentent l'ensemble des syndicats qui sont très actifs, je les ai encore vus la semaine dernière. Donc l'idée, il faudrait, pardonnez-moi, je veux quand même employer ce terme, faire une sorte de plan hors sec en matière d'anticipation des besoins de formation et de qualification pour pas qu'on se retrouve avec des enveloppes de prix qui dérapent
et surtout la nécessité de recourir de manière massive à des entreprises venant d'un peu plus loin dans l'Europe. Bon, c'est la raison pour laquelle je précise aussi avec M. Ferrand, nous discutons avec les fédérations et on identifie des segments de marché qui pourraient être, auxquels pourraient se porter candidat des ETI provinciales. Pour ça, il faut qu'elle le sache à l'avance. Nous avons rencontré longuement le président de la Fédération nationale, qui est lui-même un provincial. On voudrait identifier et faire... Alors après, ça pose d'autres sous-problèmes de transport, de logement, etc. Mais voilà, je voulais vous dire ça parce que pour bien... Tout ce qu'on va préparer est quand même très dépendant de la conjoncture, de l'écosystème et des autres chantiers qui se dérouleront au même moment. On ne va pas s'en plaindre parce que c'est du travail, c'est de l'aménagement du territoire, etc. Mais ce serait très dangereux pour nous de ne pas l'anticiper et de ne pas essayer de nous y préparer. Pardon d'avoir repris la parole. Mais je vous en prie. Alors, si nous parlions peut-être des athlètes, de la façon dont ils se préparent à l'épreuve, Monsieur Onesta, vous pourriez nous faire un petit point, s'il vous plaît, avant que je donne la parole à mes collègues. Merci Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs. Je vais essayer, oui, effectivement, de vous donner un peu le périmètre sportif parce que, bien évidemment, on est très heureux que les Jeux Olympiques arrivent à Paris. Je crois que ça fait 100 ans qu'on les attendait et donc, bien évidemment, les sportifs qui seront au rendez-vous de ces Jeux de Paris sont extrêmement mobilisés pour qu'ils soient une réussite. Et on est tous conscients que si on veut que ces Jeux Olympiques soient un moment magnifique pour notre pays, il faut bien évidemment qu'ils soient bien organisés, et c'est ce à quoi mes collègues s'attachent tous les jours. Mais ça serait bien aussi que les athlètes français soient au rendez-vous des résultats, des médailles, et donnent de la joie à tous ces supporters et tous ces spectateurs qui vont se mobiliser. Donc, je crois que c'est ce à quoi on s'attache aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais je crois qu'on est tous conscients que l'attente va être bien évidemment beaucoup plus conséquente qu'elle ne l'est traditionnellement, et que la mobilisation du public va être sûrement, on le dit tous, un élément qui va supporter effectivement et transcender sûrement les athlètes français. Mais pour bien connaître la compétition, cet environnement et cette proximité des familles, des amis, peut être également quelque chose de très complexe à porter, de très dur à porter, voire un handicap assez conséquent si les gens ne sont pas en situation de réussite. Donc je crois qu'il faut être très conscient de ça. Alors pour donner quelques exemples, les Anglais, lorsqu'ils ont réussi à obtenir les Jeux Olympiques, avaient lancé un grand projet de transformation pour leur sport qui a débuté 20 ans avant les Jeux Olympiques de Londres. Nous, nous allons avoir un peu plus de 6 ans, sauf que bon, je sais pas comment je dois vous le dire, mais le sportif que je suis, nous avons toujours l'habitude de vivre dans l'urgence, avec des prises de décision immédiates, avec une capacité à s'adapter à des situations qui changent en permanence. Et là, je suis arrivé au ministère au mois de septembre, il y a un peu plus d'1 an, et j'ai quand même découvert ce que pouvait être le temps long de l'administration. Alors, pour nous, tous les jours qui passent sont des jours perdus. Alors, non pas que les athlètes ne s'entraînent pas, ils sont tous au travail. Mais si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, le sport français réalise un niveau de performance assez cohérent, bien sûr, mais assez équivalent depuis 20 ans, autour d'une quarantaine de médailles. Alors, c'est vrai que la ministre Laura Flessel, lorsqu'elle m'a sollicité, m'avait fixé un peu comme objectif de passer de 40 médailles à 80. Alors, alors, je ne sais pas si elle est partie et si pour autant tout le monde a oublié. Moi, j'essaye de l'évoquer le moins souvent possible. Mais je
connais peu d'entreprises qui acceptent de relever un challenge de ce type-là, à savoir doubler le chiffre d'affaires ou les marges bénéficiaires en 6 ans. Mais nous, comme on est par nature, nous sommes tous des gens de challenge, on est prêt à relever ce challenge. Alors, c'est vrai qu'on perd un peu de temps, l'agence, Jean l'a dit, j'aurais tendance à dire pour sa part, pour la part qui représente le sport de haut niveau et la performance, cette partie-là est prête à intervenir depuis un certain nombre de mois. Et je le dis assez facilement, on est un peu ralenti par le reste de la troupe qui doit traiter effectivement le sport dans, je dirais, au sens le plus large, dans la diversité de ses pratiques. Et cet accrochage-là est un peu long à se mettre en place et nous on piétine un peu. Puisqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on travaille sur beaucoup de dossiers, on n'est pas installé, on n'a pas de statut juridique. Donc vous pouvez imaginer dans l'administration, quand vous n'avez pas de statut juridique, les coûts qu'on peut avoir. D'autant que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont le sentiment qu'on les dépossède un peu de ce qu'ils avaient. Donc les choses se passent correctement, mais on ne peut pas dire que tout le monde soit mobilisé et que l'urgence soit déclarée par tous. Donc ça veut dire qu'on prend sûrement un peu de retard. Alors on va essayer bien évidemment de combler ce retard. Mais vous savez, le sport, on peut difficilement l'imaginer uniquement à date pour 2024. Le sport, c'est permanent. Il y a des compétitions qui s'enchaînent. Les prochains Jeux Olympiques sont aujourd'hui pratiquement dans une perspective de 18 mois. Donc ils seront à Tokyo. Et bien évidemment, le sport français va devoir déjà passer à l'évaluation à ce moment-là. Donc, je crois qu'on est... Alors, l'idée de cette agence et l'idée de la mission qui m'est confiée, c'est peut-être passer d'un sport administré à un sport managé. C'est-à-dire que la nature même de l'administration, c'est de prévoir des solutions globales et d'essayer de mettre en œuvre ces solutions globales avec toute l'équité qui peut, je dirais, être sur ce genre de projet. Le paradoxe, c'est que le sport de très haut niveau est quelque chose qui est rarement global et qui est au contraire très souvent très singulier, et que chaque athlète, pratiquement, au moment où il est question de réaliser les performances, a besoin de quelque chose qui va être construit autour de lui, tout à fait centré sur ses besoins. Et c'est vrai que cette organisation-là n'est pas celle qui aujourd'hui est mise en place dans le sport français. Donc il faut également qu'on soit capable un peu de transformer non seulement les lieux d'accueil, mais aussi la mobilité, l'agilité de toutes les constructions. Et là je parle de construction en termes d'organisation. Ça veut dire qu'on a effectivement un corps de cadre technique d'État dont on a bien vu il y a quelques semaines qu'il pouvait être la cible d'une attaque massive. Là, je profite d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire toute la mobilisation que l'on a pour maintenir ces cadres d'État, parce que c'est vrai que peut-être quand on regarde de loin, on n'a pas le sentiment de voir l'action qu'ils mènent. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, et ça fait partie des chiffres que l'on a du bilan des derniers Jeux Olympiques à Rio, 85% des médailles obtenues à Rio l'ont été par des athlètes qui étaient encadrés par un ou plusieurs cadres d'État. Ça veut dire que les cadres d'État, c'est en partie les gens qui entraînent, qui managent, qui sont au relais des athlètes au quotidien. Donc c'est les meilleurs encadrants du pays sont réunis là pour permettre aux athlètes français de réussir. Donc ça veut dire qu'effectivement, en même temps qu'on essaie de les mobiliser pour qu'ils travaillent, je dirais pas plus parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, mais pour qu'ils travaillent mieux, il faudrait aussi être capable peut-être de les rassurer sur l'environnement de leur statut et de leur devenir, médaille réalisée ou pas. Donc
je vous engage véritablement à essayer d'accompagner ce projet. Effectivement, on ne réussira pas les Jeux Olympiques si on commence par je dirais, détruire l'organisation déjà en place. Nous, on veille vraiment à l'améliorer, on veille vraiment, et là-dessus, on est mobilisé vis-à-vis des fédérations, parce que les fédérations sportives ont souvent été, par la délégation de l'État, soumises pratiquement aux besoins de réaliser des performances, mais sans pour autant être toujours capable de l'expertiser et de le mettre en œuvre. On a entendu beaucoup de fédérations qui, pour certaines, se sont élevées de manière assez mobilisée contre la création de l'agence. Je crois qu'il y a effectivement quelques fédérations qui sont très autonomes dans leur capacité à réaliser la performance. Et bon, celle dans laquelle j'ai passé une bonne partie de ma vie en fait partie. Pour autant, il y en a quelques-unes d'autres qui pourraient tout à fait être... Et je vous annonce vraiment, et comme je le leur dis à eux, qu'on ne va pas aller mettre notre nez là où c'est pas utile et qu'on va juste se contenter de les accompagner au mieux et de voir comment on peut au contraire les aider à mieux réaliser encore. Il y a beaucoup d'autres fédérations qui sont en situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus précaire, alors précaire sur le plan économique, mais aussi précaire en matière je dirais, de culture de la performance. Certains voudraient vraiment s'engager dans une recherche de performance, mais il manque parfois de cette histoire, de cette culture, et peut-être des experts nécessaires pour le réaliser. Donc tout ça nécessite, encore une fois en amont, une construction et du temps pour permettre à nos athlètes d'atterrir en 2024 avec beaucoup d'ambition. Mais je crois que voilà, le monde du sport est aujourd'hui un peu bousculé sur ses fondations. Alors être bousculé suffisamment pour retrouver du dynamisme et de l'enthousiasme, je crois que c'est nécessaire, parce que parfois peut-être c'est un monde qui a su s'endormir aussi ou se reposer sur ses espérances. Mais je crois que quand la dynamique ou les soubresauts sont trop conséquents, ils peuvent aussi arriver à déstabiliser. Donc on essaie, nous, de véritablement construire ce qui permettra... Il y a vraiment des domaines dans lesquels on a pris beaucoup de retard par manque d'investissement sur les années précédentes. Aujourd'hui, le sport est quelque chose qui est devenu, au regard de toutes les évolutions technologiques, quelque chose de très complexe à gérer. Il ne s'agit pas de faire courir les gens pour qu'ils arrivent à gagner les courses. Tout est analysé, tout est numérique. On fait l'analyse de la concurrence, l'analyse de toutes les étapes d'un entraînement au quotidien. Ça veut dire que toute la gestion des données, qu'on peut appeler au sens large la data, est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans la réalisation de la performance, parce que ce que l'on va chercher, nous, c'est une performance extrême. C'est-à-dire qu'on peut faire du très haut niveau et aboutir à participer au plus haut niveau international dans sa discipline. C'est-à-dire on peut être qualifié pour un championnat du monde ou pour des Jeux Olympiques et pour autant ne pas performer. Nous, notre volonté, c'est de permettre à ceux qui sont aujourd'hui dans les 10 meilleurs mondiaux de ne pas se contenter de cette qualification, mais de véritablement mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour essayer d'aller jusqu'au podium. Et pour celui qui serait déjà sur le podium, de tout mettre en œuvre pour soit y rester, soit conquérir encore les dernières marches pour aller jusqu'au titre. Donc je crois que c'est vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose de forcément très délicat, et je crois qu'il faut que l'ensemble des acteurs soient mobilisés. Donc la data nécessite un investissement majeur, la recherche et l'innovation aussi doit être au rendez-vous de l'appui nécessaire aux athlètes. On a forcément beaucoup à travailler dans le domaine de l'accompagnement psychologique, avec des athlètes mais aussi des coachs qui nécessitent beaucoup de soutien. Et je crois que c'est tout cet environnement associé, comme on l'a dit au début, à, je dirais, à l'enthousiasme de toute une nation, à l'attente de toute une nation, qui, si on le prépare bien, peut permettre effectivement au sport français d'obtenir des résultats
plus conséquents qu'ils ne l'ont été. Je veux juste... Monsieur Onesta, je vais vous demander si vous pouviez synthétiser, parce qu'il est midi et je vais avoir beaucoup de questions à vous poser à tous les trois, au complément de vos beaux exposés. Je voudrais juste terminer pour ne pas avoir fait un exposé qui ne parle pas du tout du secteur paralympique. Je crois qu'on a un secteur paralympique qui est franchement indigne d'un pays comme la France. Aucun investissement ou très peu ont été faits jusqu'à maintenant. Tout fonctionne de manière très aléatoire, avec des bouts de ficelle. Donc on est, nous aussi, déjà aujourd'hui en train d'investir de manière beaucoup plus conséquente sur ce secteur-là, qui peut en plus amener des résultats bien plus rapides que dans le sport valide. Et sur ce point, vous avez le soutien de notre commission. Voilà. Nous sommes très préoccupés de cette question. Voilà. Bien, alors je vais donner, premier volet de questions, je vais donner la parole successivement à M. Kahn, qui était rapporteur de la loi, M. Lozac, rapporteur des crédits, la mission du sport, et M. Savin, donc, qui est président du groupe d'études sur le suivi des grands événements sportifs. Voilà. Trois premières interventions, et après les autres collègues. Alors on y va. Monsieur Kern. Merci Madame la Présidente. Déjà, vous remercier d'avoir organisé cette audition ce matin et remercier les trois intervenants pour leur présence. Alors, je vais aller relativement vite pour que tout le monde puisse poser ses questions, donc aller à l'essentiel. Première question qui concerne effectivement le bassin aquatique, donc à Saint-Denis. J'ai lu récemment dans la presse spécialisée, que cet équipement ne se ferait pas tel qu'il était prévu, mais que ce serait plutôt un équipement provisoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est quand même assez inquiétant pour effectivement un département qui a un faible équipement aujourd'hui. Et notre ministre, je pense que ne serait pas contente là-dessus. Deuxième question, toujours dans le domaine aquatique, ce qui concerne l'épuration de la Seine. Il était également question là d'un plan de raccordement aux eaux usées pour les bateaux et de certains équipements qui déversaient directement leurs eaux usées dans la Seine. Est-ce que là, le projet a avancé ? Et puis, côté sportif, mais Monsieur Onesta a répondu déjà à la plupart des questions que j'avais. On a toujours effectivement ces objectifs de 80 médailles dans notre tête. Désolé, difficile de s'en débarrasser. Mais savoir un peu par rapport au retard dont vous nous avez parlé, de la préparation des sportifs de très haut niveau, donc je dirais des sportifs d'excellence capables de gagner des médailles. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour répondre aux besoins de ces sportifs de très haut niveau? Est-ce que l'INSEP, tel que c'est institué aujourd'hui, a les moyens? Et est-ce que la préparation anglaise dont vous nous parlez n'est pas allée un peu trop loin, elle, dans le cadre de s'intéresser qu'aux sportifs de très haut niveau, mais en laissant tomber la base? Or, on sait que pour avoir un sportif de haut niveau, il faut qu'il passe d'abord par les petits clubs et donc par la base. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais je partage également votre avis, Monsieur Onesta, sur le devenir des cadres d'État qui sont indispensables. Merci. Alors, Monsieur Lozac. Oui, merci Madame la Présidente et merci pour vos trois interventions. Tout d'abord, pour revenir sur le propos liminaire de notre Présidente, bon, vous le savez, nous avons rejeté unanimement le budget des sports pour l'exercice 2019 et c'est un phénomène tout à fait exceptionnel. Je l'ai dit en propos liminaire, monsieur. Et je dirais que si nous l'avons fait, c'est pas du tout pour mettre en difficulté qui que ce soit l'État, que ce soit la ministre des Sports, le délégué interministériel ou Tony Estanguet, bref, tous ceux qui s'impliquent dans la préparation des JO et également dans la nouvelle gouvernance du sport, mais c'est, je dirais, pour vous aider, pour faire en sorte effectivement que vos missions soient accomplies de façon la plus satisfaisante possible. Et ça rejoint également notre position, les inquiétudes qui viennent d'être exprimées par M. Onesta à travers les CTS, la réduction drastique des contrats aidés, sans oublier les emplois associatifs, dont la suppression est programmée sur beaucoup de territoires.
Moi, je demanderais à M. Castex, ça c'est vraiment lié, je dirais, à l'actualité, parce que nos préoccupations financières n'ont pas été complètement dissipées, si je peux dire. Le gouvernement vient d'annoncer donc plus de 10 milliards d'euros de dépenses nouvelles pour répondre à cette crise sociale concernant les gilets jaunes et qui devront être financées en grande partie par des économies. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ce qui concerne la préparation de ces JO, la construction de l'héritage olympique, c'est en quelque sorte sanctuarisé ? En quelque sorte sanctuarisé, ou bien est-ce qu'il y a une crainte de voir ces crédits-là en partie amputés ? Et puis une deuxième question, bon, vous avez dit effectivement que vous n'étiez pas encore nommé officiellement président de l'Agence nationale, mais je vous pose quand même une question sur l'organisation, parce que tout est lié, la préparation des JO, la nouvelle gouvernance du sport, etc. Qui, à vos yeux, devrait représenter les collectivités locales, mais également le monde économique dans le Parlement du sport qui va se mettre en place au niveau régional, dans la conférence des financeurs, est-ce que des expérimentations territoriales sont envisagées, etc. Et puis à M. Ferrand, bon, sur la Solidéo, effectivement, nous, ce qui nous a inquiétés, c'est de voir qu'il y avait seulement 65 millions d'euros d'inscrits au budget après les 48 de l'année dernière, et ça nous a paru faible. Quelle évolution des crédits vous paraît souhaitable? Parce qu'à un certain moment, la marche va quand même être haute à franchir, quand il va falloir payer les factures des équipements en 2021, 2022. Donc est-ce qu'il y a une programmation budgétaire pluriannuelle qui est d'ores et déjà envisagée en fonction, bien évidemment, du rythme d'avancement des travaux? Et puis, on demande quand même à être rassuré sur le coût de la rénovation du Stade de France. Parce qu'on a vu des chiffres fleurir dans la presse qui peuvent paraître quand même étonnants, voire contradictoires, entre les 50 et 70 millions d'euros de la candidature olympique, les 400 millions d'euros qui ont été exprimés par le ministre du Budget, les 450 du consortium Vinci-Bouygues, etc. Donc, où est la vérité dans tout ça? Et enfin, une question à M. Onesta, après son rapport performance 2024. Comment, parce que ça relève aussi directement de vous et de la préparation olympique, comment va être organisée cette branche sport de haut niveau à l'intérieur de la future agence? Les liens avec le ministère, les liens avec l'INSEP, les liens avec les CREPS, etc. Et puis de manière un peu provocatrice, vous, votre mission, c'est effectivement gagner le plus de médailles possible, mais est-ce que ce classement des pays par médaille, on n'y échappe pas, bien sûr, il y a des mesures, des étalonnages qui sont absolument incontournables, mais est-ce que tout ça, c'est pas un peu artificiel? Parce que il y a quand même une grande différence entre les sports individuels et les sports collectifs. La France est une nation de sport collectif. Quand on gagne, quand on est champion olympique, et vous le savez, de handball, ça fait une médaille d'or. Michael Phelps, il a remporté 23 médailles d'or à lui tout seul, dont 13 dans une pratique individuelle. Donc nous, quand on compte, effectivement, on est quand même un peu défavorisés. Bien, donc est-ce que tout ça, c'est pas un peu artificiel, quoi? Très bien, merci Monsieur Lezac. Alors, Monsieur Savin, vous avez sans doute des questions également à poser. Merci Madame la Présidente. D'abord, moi aussi, je souhaiterais remercier les trois intervenants. Je partage déjà toutes les questions qui ont été posées, aussi bien par Claude Kern que Jean-Jacques Lezac. Trois questions, une à chacun des intervenants. Concernant le délégué ministériel, Monsieur le délégué, pouvez-vous nous parler, parce que ça n'a pas été évoqué, de l'Olympiade culturelle, parce qu'on est aussi dans la commission de la culture. Très bonne question. Les événements seront-ils uniquement limités à la région parisienne ou y a-t-il un travail qui est en préparation sur le développement de cette Olympiade culturelle sur l'ensemble du territoire national? Une question à Monsieur Ferrand, donc je reprends la question de Jean-Jacques sur le Stade de France, concernant les chiffres qui sont annoncés, mais deuxième question sur les transports qui sont aussi un point sensible. De nombreux élus appellent au report de la mise en service du Charles de Gaulle Express, qu'en pensez-vous? Et de même pour la livraison de la ligne 17 du Grand Paris Express, n'est-ce pas de nature à menacer le bon déroulement des Jeux? Et y a-t-il un plan B? Et pour M. Onesta, vous avez bien sûr parlé de la préparation des athlètes. Il y a un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé au Sénat, c'est sur le double parcours du sportif de haut niveau. Aujourd'hui, on voit bien la grande difficulté que peuvent avoir les sportifs de haut niveau à avoir ce contrat de performance. Envisagez-vous donc de revoir les formalités et les règles du pacte de performance qui aujourd'hui apparaît très compliqué à mettre en place et qui est un frein aujourd'hui au développement mais aussi à la sécurité des sportifs de haut niveau?
Parfait. S'agissant des Olympiades culturelles, je précise que notre commission s'était rendue à Londres à l'époque. Et la Grande-Bretagne avait beaucoup innové dans ce domaine-là et sur l'ensemble du territoire national. Peut-être que je vais finir la série de questions, parce que ce sont des questions, je pense, très brèves et synthétiques. Monsieur Hugonnet, à commencer par vous. Il y a 4 intervenants, ça va aller vite. Et Volontiers, Madame Madame la Présidente, merci. Ma question renforcera celle posée précédemment sur le thème du Stade de France spécifiquement. Vous l'avez dit, la question se pose, en tout cas pour moi, pas forcément dans les termes là, puisqu'il n'y a pas d'hésitation, c'est plutôt un carrefour. La volonté du COJO, avec ce qui est inscrit, on sait, à peu près 50 millions d'euros, qui correspondent à des travaux de rafraîchissement, qui n'ont rien à voir avec le périmètre que vous avez indiqué, monsieur le délégué, en début d'intervention, qui est de prévoir l'après-jeu. Avec 50 millions d'euros, on rafraîchit le Stade de France, mais on ne le projette pas dans les années à venir. Et quand on met ça au regard du rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir sur le Stade de France, et le fait, et il n'y a pas de hasard, qu'en 2025, la Convention vient à échéance, quelle vision avez-vous de ce dossier spécifique? Si l'on en suit le périmètre que vous avez indiqué et l'intelligence que vous mettez dans cette réflexion, à l'évidence, les 50 millions d'euros ne sont pas à dimension. Et donc, qu'en pensez-vous? Pour ce qui est des médailles, nous félicitons monsieur Onesta, parce que le défi est là. Hein. Un pays n'a pas à dicter au mouvement sportif combien de médailles il doit faire. Il doit avoir une ambition. Tout à fait. Surtout en réduisant le budget. Une ambition. Bien, merci monsieur Gonnet. Monsieur Ouzoulia. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre présentation qui était extrêmement claire. Moi je suis historien de l'Antiquité et j'avais envie de vous dire une chose que je pense être fondamentale, c'est que les Jeux Olympiques c'est un acte politique. Au sens noble du terme. C'est ce qui permet de dire des choses dans la cité, entre les cités et aujourd'hui à l'échelle planétaire. Et dans ce que j'ai entendu, vous portez cette ambition, c'est-à-dire que vous n'avez pas seulement comme objectif de vendre du temps de cerveau à un marchand de boissons gazeuses. Et ça déjà, je trouve que c'est extrêmement important. Vous l'avez dit, Monsieur Onesta. Alors, Monsieur Onesta, j'aurais aimé être plus long pour vous dire tout ce que je pense de bien de vous en tant qu'ancien joueur de handball au Racine, au Restar Club de Champigny, tout un programme. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Mais je sais que vous portez cette ambition et que vous considérez que le sport c'est un des moyens de l'émancipation humaine. Et là, vous avez parlé des handicapés. Et moi, j'aimerais qu'il y ait aussi une place qui soit réservée aux femmes, parce que la France a un message à délivrer au monde entier, à la planète, à propos des femmes, de leurs droits et de leur droit à pouvoir faire du sport, ce qui n'est pas le cas partout aujourd'hui. Voilà. Et de leur droit à pouvoir s'exprimer dans le cadre de ces commissions, pour poser les questions. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a que les hommes, à part ma modeste personne qui se sont exprimées. Donc je donne la parole à Madame Jouve. Non, mais j'avais pas fini. Mais je suis prêt à laisser ma place. Non, mais je réagis. Non, je réagis très rapidement par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Castet, et sur le problème de la gouvernance de l'Île-de-France. Je suis élu des Hauts-de-Seine, je sais où on en est aujourd'hui, je sais l'incapacité qu'ont les pouvoirs publics, quel qu'il soit le gouvernement, à faire des choix brefs et immédiats dont vous aurez besoin prochainement. Et vous voyez où je veux en venir sur le Charles de Gaulle Express. Si il est construit tel qu'il est pensé aujourd'hui avec le calendrier que vous nous avez indiqué, on va droit dans le mur. Et je pense que nous, élus, à un moment donné, il faudra qu'on intervienne en disant là, il faut arrêter, il faut s'en tenir à un programme qui soit réalisable. Voilà. Juste une question sur les droits télévisuels. Ça serait bien que les Jeux Olympiques soient retransmis par le service public. Aujourd'hui, ça va être difficile. D'une certaine façon, on verra. Nous avons notre rapporteur média qui est là. Madame Jouve, alors.
première femme à s'exprimer de la commission. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour votre présentation. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur Ferrand, je pense. La Solidéo rencontre aujourd'hui les PME de Seine-Saint-Denis. J'espère que vous serez en mesure de les associer, d'associer tout le tissu économique local à la réalisation des Olympiades. Vous avez évoqué également les épreuves qui doivent se dérouler dans les Bouches-du-Rhône. Même si les investissements y seront bien moindres qu'en Seine-Saint-Denis, je voulais savoir si vous aviez prévu une telle rencontre également dans le 13. Je vous remercie. Merci Madame Jou. Monsieur Grosperrin, notre champion de judo. Merci Présidente et merci à vous trois pour votre prestation. Non, je serai peut-être pas très court. Moi je suis pas historien du sport, mais j'ai eu la chance d'être prof dans une première vie à la fac de sport de Besançon, où j'ai eu quelques étudiantes de grande qualité qui ont œuvré en tout cas au niveau, que ce soit Valérie Nicolas, Sandrine Delers, Raphaël Tervel, etc., et qui vraiment portaient haut l'image du handball, même si pour certains le handball féminin est un peu différent du handball masculin. Je crois que c'est quand même pour moi un peu le même sport. Moi je voudrais faire plutôt quelques remarques et peut-être des questions, mais des remarques qui devraient susciter quelques questions. Alors j'ai bien entendu Monsieur Castex, votre annonce. Bon, vous êtes dans une situation un petit peu délicate, difficile, dans la mesure où vous n'avez pas été nommé officiellement délégué interministériel, mais il y a une agence qui doit se mettre en place, que d'un côté il y a les jeux, de l'autre côté il y a le reste du sport. Et vous avez raison de le dire, parce que j'ai eu le sentiment quand même, avec les annonces qu'il y a eu, avec dernièrement sur la mise en cause, les difficultés, sur les cadres techniques, qu'il y avait justement, d'un côté on veut les Jeux Olympiques de 2024, et puis on oublie quand même le quotidien. Il ne faut quand même pas oublier que la réussite des Jeux Olympiques, vous avez un rôle fondamental dans ce que vous allez faire, les installations, ce qui va à un moment donné structurer le territoire, mais c'est aussi, avant tout, les sportifs qui le feront. Alors c'est vrai que ce ne sera pas difficile de doubler si les Jeux Olympiques de Tokyo ne réussissent pas, parce que les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est quand même demain, on n'en parle pas, c'est 2020. Et il ne faut pas oublier que, avec les annonces qui ont été faites en ce moment, moi je doute, je m'inquiète sur beaucoup de choses, sur la gouvernance, sur les résultats sportifs de nos athlètes, parce qu'on a l'impression et le sentiment que tout est mis pour 2024, parce que la France doit rayonner, etc. Bon, je ne parlerai pas de Versailles, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais à un moment donné, il y a peut-être autre chose, et il y a le quotidien, en tout cas, ce qui est le plus près. Alors j'entends bien les constructions de piscines, le savoir nager, je crois que c'est important, et puis mes collègues qui sont ici en sont conscients. Moi j'ai des inquiétudes quand je lis le rapport de la députée Goulet, Perrine Goulet, qui nous parle de la nouvelle gouvernance du sport, la place du sport, l'État qui n'est plus seul maître à bord, qui se résume à un simple exécutant, etc. Je crois que, et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, pour que vous soyez très vigilants par rapport à ça, parce qu'il faut absolument, quand même, à un moment donné, qu'on sanctuarise les fédérations. Alors c'est vrai qu'il y a certaines fédérations, moi je suis du judo, donc c'est une fédération avec Jean-Luc Rouget qui est assez formidable, je tiens à le dire, mais il y a d'autres fédérations qui le sont aussi. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a l'ordonnance de 45 qui doit à un moment donné sanctuariser les habilitations au niveau des fédérations, parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans une ubérisation du sport, et là actuellement, lorsqu'on regarde ce qui se passe, il faut que, alors on est sur le pouvoir d'achat, il faut que le sport ce soit gratuit, il faut qu'on sorte des fédérations, il faut qu'on en fasse partout, dans la rue, etc. Je crois qu'il faut absolument réfléchir par rapport à ça, et que votre mission qui vous incombe et puis qui est noble, à un moment donné, vous soyez vigilant vis-à-vis de cela. La valorisation des bénévoles, c'est 10 milliards. C'est ce qui se passe pour les gilets jaunes. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de gens qu'on oublie vis-à-vis de cela. Je vois que la présidente me coupe, j'aurais tellement de choses à dire, mais je pense qu'à un moment donné, le Parlement, nous, on sera vigilants par rapport à ça. Et puis, petite question, parce qu'il faut toujours poser une question, au-delà de ces inquiétudes, le secteur culturel nous interpelle en disant oui, il y a des musées qui vont être fermés, il y a beaucoup de choses qui vont être fermées, est-ce qu'il y a une valorisation qui sera faite dans ce cas-là? Merci. Merci, Monsieur Grosperrin. Monsieur Lafont, qui est francilien. Oui, justement, je voudrais prolonger un peu la question de notre collègue Savin sur les transports. Parce qu'on sait qu'il y a évidemment un enjeu fort en termes de calendrier là-dessus. J'ai noté, M. Ferrand, que dans les principaux équipements, vous n'avez pas parlé des transports. Alors je ne sais pas si c'est un oubli ou ça traduit autre chose. La question du calendrier était effectivement importante. Moi, je voulais préciser un petit peu aussi par rapport à la SGP. La SGP, jusqu'à présent, ne s'est pas caractérisée par une grande transparence dans les informations qu'on découvre un peu au compte-gouttes et souvent avec retard. Quelle est la
la qualité de vos, enfin le niveau de votre travail avec la SGP, est-ce que vous estimez avoir toutes les informations justement pour bien appréhender le calendrier et des éventuels retards? Bien, les deux dernières interventions. Alors, Madame Billon, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'imagine que vous allez avoir des questions sur ce sujet. Merci Madame la Présidente. Je pense que mon collègue Pierre a déjà évoqué ce sujet. Je voudrais peut-être parler des valeurs portées par le sport auxquelles fait référence Monsieur Onesta notamment, et vous remercier pour cette présentation. Et rejoindre mon collègue Pierre par rapport à ces valeurs, c'est un message politique. Alors un message politique, la place qui est faite dans les Jeux pour le Paralympique notamment, c'est un vrai sujet. Donc est-il possible aujourd'hui de savoir quels moyens financiers, quels moyens humains, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en œuvre en termes de communication, notamment pour la retransmission, pour pouvoir avoir une visibilité nouvelle pour ces Jeux paralympiques et aussi, bien entendu, par rapport à la place des femmes. Aujourd'hui, la place des femmes dans le sport, on va mener un travail au sein de la délégation sur femmes et foot pour la Coupe du Monde de football en 2019. Donc, la place des femmes dans le sport, l'accès des femmes au sport, les possibilités qui sont faites pour elles, et notamment certains sports qui sont très stéréotypés encore aujourd'hui. Donc ça, c'était la première question. Et vous avez évoqué un autre sujet qui était le rôle des territoires. Alors, très important, comment va-t-on réussir à faire participer avec quels moyens les territoires? Il était proposé la semaine dernière au sein de la délégation par la ministre des Sports des billets famille, notamment pour accéder à la Coupe du Monde de foot. Donc qu'est-ce qui sera possible de mettre en œuvre pour faire rentrer les familles dans les stades et pas uniquement les aficionados des compétitions en général? Je vous remercie. Et dernier orateur, Monsieur Logier. Merci Madame la Présidente. Je vais être très court, vous allez voir. Merci messieurs. La première chose, moi aussi, je serai dans les transports, puisque étant élu des Yvelines, on a aussi des sites olympiques qui méritent aussi d'être raccordés au grand métro. Donc juste une question sur le temps aujourd'hui que vous estimez voir pour la mise en place de la ligne 18. Ça, c'est la première question. La deuxième question, justement, dans les Yvelines, nous avons construit, et Alain Schmitz était président du Conseil général à l'époque, un stade de BMX couvert qui est un des seuls qui existe au monde. La seule chose, c'est que pour les JO, eh bien, on ne pourra pas s'en servir puisqu'il est couvert, il y aura des difficultés pour la retransmission télévisée. Donc on a parlé d'une structure provisoire juste à côté sur l'île de loisirs, mais on est en train... Enfin, il y a des rumeurs, je ne sais pas si ce sont des fausses informations, comme c'est actuellement le cas, mais en tout cas, il y a des rumeurs sur peut-être que la ville de Paris serait intéressée pour accueillir cette compétition. Donc j'aimerais être rassuré sur son côté pérenne dans les Yvelines. Et puis, juste une petite remarque, un petit clin d'œil à Claude Onesta. Si vous avez la recette pour passer d'une structure, vous avez parlé administrée, à une structure managée, écoutez, vous serez le prochain président de la République, monsieur. Voilà, ça fixe le niveau des ambitions à atteindre. Bon, plusieurs questions. Le remarque relève du COJO et de Tony Estanguet que nous cherchons à auditionner depuis pas mal de temps, mais il est très très pris. Il aurait peut-être dû, et s'il avait pu être avec nous, mais voilà, il faudra lui faire passer un certain nombre de questions. Alors, Monsieur Castex, je vous rends la parole. Je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées. Je dis tout de suite à Monsieur Ouzoulias, qui faisait allusion à sa formation d'historien de l'Antiquité. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez noté le clin d'œil du ministre de l'Éducation nationale qui a désigné un délégué ministériel pour mobiliser le système éducatif en vue des JO avec la labellisation d'un certain nombre d'établissements scolaires. Et M. Blanquer a nommé celui qui à l'époque était recteur de l'Académie de Rennes, M. Terré, qui est, comme vous, un historien et qui a passé sa thèse, il y a quelques années, sur l'histoire des JO de Paris de 1924. Voilà. Je vous disais ça parce que c'est votre intervention qui m'y a fait penser, donc il est parfaitement imprégné. Et les JO, vous avez peut-être raison de le rappeler, de le dire, au-delà des mille et une questions techniques extrêmement importantes qui se posent, ça d'abord doit être la promotion d'un certain nombre de valeurs.
Voilà. Il y en a une, vous savez, plusieurs fois, peut-être vous-même, vous avez parlé de notre organisation institutionnelle, etc. Bon, ça nous oblige aussi à travailler ensemble. Hein. Je dis parfois aux grands élus que nous mobilisons sur le sujet, et en particulier en Île-de-France. Bon, écoutez, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont réussi à se mettre d'accord aux Jeux Olympiques. Nous n'allons pas, nous, offrir le spectacle de division qui serait déplacé. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Pour l'instant, ça marche. Bon. Alors, j'en viens... il y a beaucoup, je n'en suis pas surpris, de questions relatives au transport. Bon. Monsieur Ferrand ne peut pas les évoquer, ne peut pas vous répondre. À part des fois parce qu'il a des chantiers qui jouxtent un chantier de la SGP. Pourquoi? Je voudrais vous rappeler des choses fondamentales. Lorsque le dossier qui est devenu celui de Paris 2024 a été bâti, le dossier de candidature. J'en parle d'autant plus volontiers que je n'étais pas dans le coup. Moi, si j'ose dire, j'entre dans le jeu après la décision de Lima. C'est-à-dire, on a le dossier de candidature. On est donc 1 an, 2 ans en amont. Qu'ont fait les promoteurs de ce dossier? Ils se sont rapprochés de la Société du Grand Paris et de l'État. Ils avaient la commande, c'est très important, du CIO, à savoir... voilà, vous ne pouvez pas organiser des épreuves olympiques importantes, en générant un flux de spectateurs élevé, alors qu'elles ne sont pas desservies par des moyens de transport en site propre. C'est-à-dire, pour le dire autrement, vous prévoyez une épreuve avec à côté dans votre dossier de candidature un immense parking pour accueillir 5000 bagnoles, c'est un motif d'irrecevabilité. C'est très bien de la part du CO. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont absolument pas dit on veut tel transport. Quoi. Ils ont positionné les épreuves en fonction de ce qu'on leur a dit à l'époque comme étant les lignes, les gares et le calendrier, évidemment, 24. D'accord ? Bon. Et il est donc tout à fait normal que ce ne soit pas du coup les Jeux qui s'occupent des transports, puisqu'ils sont venus se greffer sur des projets existants, que ce ne soit pas nos techniciens, nos ingénieurs, etc., qui s'occupent des Jeux, qui s'occupent des transports. Il y a une société du Grand Paris, enfin, ça serait aussi simple, puisque le Charles de Gaulle Express que vous avez cité ne relève pas, comme vous le savez, de la société du Grand Paris. Mais enfin, il y a des organes adaptés qui n'ont rien à voir avec nous. D'accord ? Et je clarifie bien ça. Hein. Nous, on est arrivé là, on nous a dit, voilà, quelqu'un a posé une question sur la ligne 17 Nord. Si on a dit on va faire un centre des médias à l'aérogare du Bourget, c'est parce que ça s'inscrivait dans une logique, si votre collègue Capo Canellas était là, il ne me démentirait pas, de transformation durable de l'aérogare du Bourget, mais c'est surtout parce qu'il avait été dit et écrit qu'en 2023, par la ligne 17 Nord, l'aérogare du Bourget serait desservi. Donc, je l'insiste beaucoup près de vous, c'est bien dans ce sens-là que ça se dit. De la même façon, je suis ahuri entre nous quand je lis dans le journal, premier dérapage des JO, les transports. On va dire, oui, parce que la facture des transports augmente. Il y a des raisons pour lesquelles les factures sont... Mais je ne vois pas en quoi, ni de près ni de loin, les JO sont responsables que telle ligne coûte plus cher. Nous, on s'est greffé, encore une fois, sur un projet existant. D'accord ? On n'est pas... Non, alors non, madame, je vais vous dire. Non. Non, pas... Et l'histoire de la 17 Nord, elle est très intéressante. Je peux affirmer ici que s'il n'y avait pas eu les JO, la 17 Nord et la desserte, ça serait fait. Mais en 27, en 28, je sais pas. Les JO, s'agissant, mesdames et messieurs, des lignes qui les concernent, ils ont au moins le mérite de permettre à ce qu'on tienne un certain nombre de délais. C'est-à-dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain nombre de lignes, vous avez parlé à divers... S'il n'y avait pas les JO, je suis absolument certain qu'il y aurait eu des retards supplémentaires. Tous explicables. Alors, je suis devenu non pas un expert, mais presque en nappe phréatique, en problème de disponibilité des tunneliers, etc. Il faut bien que je me renseigne. Ce n'est pas des arguments erronés, hein, d'ailleurs, je pense qu'ils sont vrais. Mais c'est l'inverse. Les JO permettent de mettre le système sous tension. Pourquoi ? Vous avez parlé, j'ai eu des questions sur le Charles de Gaulle Express. Moi, je ne suis pas un technicien, pardonnez-moi, des transports. Mais
Pourquoi? Parce que la France s'est engagée. C'est-à-dire, dans le dossier de candidature, elle a dit « Nous ferons Pleyel, le Bourget RER, le Bourget, nous améliorerons par la 14 Sud la desserte d'Orly, nous améliorerons la desserte de Roissy par le Charles de Gaulle, d'accord? C'est dans le dossier de candidature, on s'est engagé. Donc, moi, de ma fenêtre, pardonnez-moi, il s'agit de tenir les engagements que nous avons pris et qui... Je reviens sur l'exemple de la 17 Nord, mais vous préparez la 18, ce que vous voulez, sont d'autant plus intéressants que les JO, encore une fois, n'en sont pas à l'origine, vont permettre de les accélérer, mais surtout, bien entendu, ils serviront les JO, mais ils serviront beaucoup plus et beaucoup plus longtemps tous les habitants des territoires concernés. C'est là voilà, vous avez donc pu suivre en direct sur notre antenne une grande partie de cette audition consacrée à la préparation des JO Paris 2024. Vous avez pu voir s'exprimer Jean Castex, délégué interministériel aux Jeux Olympiques, Nicolas Ferrand, qui est lui à la tête de la Solideo, c'est-à-dire la société de livraison des équipements olympiques et paralympiques, et enfin Claude Onesta, qui est lui en charge de la préparation des athlètes et qui va être à la tête de la future agence pour le sport français. Voilà, vous l'avez vu, de nombreuses questions des sénateurs sont demeurées, notamment autour du budget et autour de l'aménagement de l'Île-de-France. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.